Vous. Je Merci suis de ravi de vous m'inviter. voir, de faire votre connaissance en vidéo interposée. Voilà, écoutez, Jean-Marie Guinbert, directeur des affaires culturelles, et très content de vous accueillir dans cette édition un peu particulière de Poésie ouverte, conduite par moi-même et surtout Didier Cahen, qui en est l'animateur historique depuis maintenant. C'est notre cinquième ou quatrième Oh, saison. je ne compte plus, je ne On ne compte compte plus plus, les saisons. On ne compte plus les saisons je de ne cette. compte plus parce que pour tout vous dire, j'en suis à un âge où j'ai le droit au vaccin maintenant, donc vous imaginez, Bon, en tout cas, ça vous pose son homme, hein. oui, oui. En tout Bon, cas, cette saison commence, ça recommence, et j'en suis ravi. Donc à vous, Didier, à vous, Stéphane bonjour Bataillon. à tous, bonjour à tous, vous êtes nombreux, très nombreux. Il nous est arrivé d'être aussi une quarantaine sur place, peut-être plus même, mais c'est merveilleux. Non, je voudrais commencer par dire bonjour à tout le monde, à tous les connus et amis inconnus, et commencer surtout par dire le bonheur de vous retrouver, même dans ces conditions un peu particulières, enfin, bon, qui sont devenues très familières, hein, par la force des choses pour nous tous. Donc, merci à Jean-Marie Guinbert, qui est en vérité le grand maître d'œuvre et sans qui rien de tout ça n'aurait existé. Non, 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 j'insiste, c'est vrai. Merci à Émilie Cottarel, qui nous aide beaucoup aujourd'hui, et à Victor Signamour de l'Université Interage de Versailles, puisque là aussi, on a un support technique qui est quand même très fort, hein. Oui. Alors Stéphane Bataillon, vous êtes un jeune poète par l'âge, 45 ans, et aussi par la nature de l'œuvre. Je ne sais pas si on peut être jeune d'ailleurs par la nature de l'œuvre, c'est une vraie question. Enfin, 4 livres, hein, tout juste, aux éditions Bruno Doucet, ont fait de vous un poète remarqué par sa sensibilité au monde contemporain, mêlée d'une préoccupation éthique. Vos titres sont déjà parlants. Ils disent aussi le sens d'une aventure en marche. Votre premier livre date de 2010, vous m'arrêterez si je dis des bêtises évidemment, Où nos ombres s'épousent, qui se présente comme le livre du deuil et de la mémoire. Je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler, bien sûr. C'est probablement un livre un peu fondateur. 3 ans plus tard, Les terres rares, autour de la question de la paternité. En 2016, de nouveau, Où nos ombres s'épousent, mais dans une version enrichie, augmentée d'un Vivre l'absence. Et puis, last but not least, Contre la nuit, en 2019, qui semble rassembler l'essentiel de votre art poétique. Dans la recherche, je vous cite, d'un lieu où suspendre la fuite, vous parvenez à multiplier les registres, mais sans jamais vous perdre, et surtout sans jamais nous perdre. Alors, du tweet recomposé au poème corrosif, vous inventez une façon vraiment inédite de vous frotter aux turbulences d'un monde, hélas, déjà en perdition, et de vous adresser à un tu qui semble très près de vous, qui est très près de vous et qui probablement sera de nouveau près de nous tout à l'heure. Oui, je m'arrête sur ce dernier livre parce que c'est un livre rare, un livre que j'aime pour son courage et pour son ambition. On est saisi, j'ai été saisi, mais au-delà de moi, nous sommes saisis par le souci de dire, de compter, contre le jour peut-être, et par des raccourcis qui nous font découvrir maintes évidences qui sont là sous nos yeux ou au-dessus de nos têtes, mais que nous ne voyons pas, et qui, par la grâce des mots, de leurs connexions multiples, se trouvent à hauteur d'homme ou à hauteur d'enfant, contre la nuit sans doute. Et ce contre la nuit, probablement nous en reparlerons aussi, parce qu'évidemment on entend beaucoup de choses dans ce contre la nuit. Oui, cher Stéphane, vos poèmes prennent pied dans le réel. Ils désaccordent le Big Bang ou tout ce télescope et ils nous emmènent, je cite, à la rencontre de chacune des merveilles que recèle malgré tout ce monde où il nous faut bien vivre. Et puis, je n'oublie pas l'humour qui accompagne une belle leçon de spiritualité immédiate. Vous nous direz si ces mots vous conviennent ou si vous les rejetez avec vigueur et avec une autre spiritualité peut-être. En somme, avoir les pieds sur terre, ça signifie aussi pour vous l'obligation de peser, de penser, de dire notre rapport au monde, de changer la façon de se tenir dans le monde, de l'habiter en somme. Vous voyez, on est finalement plongé dans l'actualité immédiate de la crise que nous vivons.
Stéphane Bataillon, vous êtes poète, on l'a compris, et beaucoup sont de vos lecteurs qui nous écoutent en ce moment, mais vous n'êtes pas que lecteur, puisqu'on vous doit aussi un livre pour la jeunesse, des scénarios comme on veut, de BD, de bande dessinée, et puis vous êtes par ailleurs journaliste, grand reporter à la Croix, responsable de la rubrique poésie, un poème pour la route. L'idée est claire et belle, utile, pédagogique aussi, avec le désir très salutaire de faire découvrir la poésie à un vaste public. Je cite votre adresse au lecteur, je la partage complètement. Un poème pour la route vous propose de faire une pause dans le tourbillon de l'info pour déguster quelques vers au cœur de l'actualité de la poésie contemporaine, pour mieux repartir ensuite vers un je ne sais quoi qui s'atteint d'aventure sur les chemins de la vie. Voilà. Alors, par parenthèse, je vous conseille vivement, je conseille à tous nos auditeurs d'aller regarder le site cette semaine. À la fin de notre rencontre, il y a une petite surprise qui vous attend. Enfin, je n'oublie pas, Stéphane Bataillon, que vous êtes aussi l'animateur de la revue de poésie en ligne Gustave, poésie qui est ouverte à tous et là aussi qui vaut le coup d'œil. Alors, je pense qu'il suffit de taper Gustave dans un moteur de recherche et on tombe sur Gustave Courbet, etc. Mais en revue de poésie, il n'y en a qu'une. Là aussi, j'espère que vous aurez l'occasion de nous en dire quelques mots. Je vous remercie vraiment infiniment d'accepter de jouer le jeu pas si facile du Zoom. Oui, merci d'être là, ni en présentiel, ni tout à fait en distanciel. En dehors du ciel, je dois dire, je ne trouve pas grand-chose d'aimable dans ces mots. Merci d'être là, tout simplement, dans la proximité des mots, justement, et tout simplement avec nous. Merci Stéphane, je vous donne très volontiers la parole. Merci à vous Didier, merci pour vos mots qui me touchent beaucoup. Merci à vous d'être là, d'assister. Alors pour moi, c'est une première un peu parce que autant, comme je suppose beaucoup d'entre vous, je suis toute la journée en réunion, en visioconférence, autant c'est la première fois que je m'attelle à cet exercice de présenter ma poésie par écran interposé. Beaucoup de choses que vous avez dit, Didier, me résonnent. Et peut-être que le plus simple, c'est de partir de là où nous en sommes à travers cet écran-là. L'ouvrage que j'ai écrit, mon dernier Contre la nuit, parle effectivement d'un monde qui est dominé de plus en plus par des technologies qui ont leurs avantages de pouvoir échanger, de pouvoir, je vous en dirai un mot, mais moi-même, ma poésie s'est développée beaucoup grâce au réseau, grâce à Internet. Peut-être que je n'aurais pas écrit de poésie s'il n'y avait pas eu Internet. Mais qui, d'un autre côté, dans leur accompagnement économique et éthique, je dirais, sont en train de nous offrir un modèle de société et d'humanité qui, personnellement, ne me correspond pas, qui est de vouloir contrôler par des algorithmes les désirs de chacun, à la fois de les individualiser pour en faire des marchandises, et à la fois d'uniformiser un peu l'ensemble, et surtout, ce qui, moi, m'intéresse, la parole transmise, qui doit être obligatoirement courte, obligatoirement rapide, et de plus en plus outrée, polémique, jusqu'à en arriver à des aberrations comme pour moi, cette récente polémique sur la traduction d'Amanda Gorman, cette jeune poète qui avait fait un très beau poème lors de l'investiture de Joe Biden, et dont on interdit les traductions sous prétexte que les poètes ou poétesses qui la traduisent dans d'autres langues, ce qu'elle elle-même avait autorisé, ne seraient pas exactement comme elle, ça veut dire jeune femme noire américaine. On en arrive là à des aberrations qui sont peut-être légitimes, où on parle de bons sentiments, d'égalité, mais qui finalement, comme autrefois, certains partis politiques réutilisaient la poésie pour nourrir leur propagande, on arrive à là, pour le coup, prendre quelque chose que je considère, vous avez parlé de spiritualité, une parole
qui est en tout cas une haute parole, une parole à transmettre, à chérir, et de l'utiliser pour finalement la réduire à un moyen de polémique. Qui est donc, pour ce que disait Jacques Ellul, un sociologue théologien protestant, parlait de parole humiliée, cette parole qu'on trouve un peu partout, notamment sur les réseaux, où finalement n'est là que pour transmettre rapidement un message et être tout de suite oublié. Donc c'est cette question de la parole qui, moi, m'intéresse, une parole qui est effectivement se rattache à ce que je connais le mieux, sans égoïsme, mais qui est ma vie assez banale finalement, hein, d'urbain. Je vis à Montreuil, dans la grande banlieue, dans la banlieue parisienne. Voilà, donc de rester toujours au plus proche de ma vie, ou c'est plutôt moi qui reste plus proche de mes poèmes, je ne sais pas trop. Et donc de partir de là pour essayer de témoigner d'une expérience, et pour essayer déjà, avant d'en témoigner, de creuser en moi, d'essayer de sortir ce que cette parole créée dans le silence peut m'apporter déjà. Et quand j'ai imaginé, enfin quand j'ai... Donc en fait, mon processus de création, il est très quotidien. J'ai décidé progressivement de faire de la poésie le centre de ma vie. De ma vie artistique, entre guillemets, puisque j'essaye d'écrire tous les jours. J'essaye de publier tous les jours des poèmes. De ma vie professionnelle, puisqu'effectivement, je suis grand reporter à la Croix et de plus en plus intéressé et pris par la transmission de la poésie, donc plus ma poésie, mais la poésie des autres, et effectivement en essayant de la faire lire au plus grand nombre et d'essayer de faire entendre des poèmes contemporains, et aussi de ma vie amicale, puisque j'ai créé cette revue qui s'appelle Gustave, qui est un fanzine, alors un journal numérique gratuit, qui m'a permis, qui était au départ destiné à recevoir, à diffuser ma propre poésie, et puis on y reviendra, mais à l'occasion du confinement, c'est ouvert à d'autres, et permet aujourd'hui d'avoir créé tout un réseau d'amitié de poésie, et qui se retrouvent tous les mois pour offrir au public un extrait voilà, de ce qu'on écrit, de ce qui est diffusé. Alors là, on est dans une situation un peu particulière qui est une période de crise sanitaire, avec une vie complètement chamboulée depuis un an, et au niveau de la technologie, des choses qui sont arrivées très très vite dans notre quotidien, comme la visioconférence par exemple, qui était encore embryonnaire il y a un an. Aujourd'hui, tout le monde sait l'utiliser et l'utilise. C'est un vrai changement. Je parle de ça dans Contre la nuit, mais mon intuition, c'était un pressentiment, n'était pas du tout celui-là. Il était plutôt suite aux attentats qu'on avait vécus, suite à déjà ce sentiment qu'il était de plus en plus difficile de dialoguer ensemble, de faire société, et que certes, on avait des grands mots comme bienveillance, bien commun, qui circulaient un peu, mais que finalement, tout le monde avait un peu d'angoisse, un peu peur, et avait la tentation de se renfermer un peu sur ce qu'il connaissait. Et Contre la nuit, donc qui est contre la nuit, l'obscurité, la violence qui peut aussi personnellement à chacun monter en nous, à propos de certains événements, certaines situations. Donc essayer de parler de ça, de ne pas, grâce à cette poésie, avoir une vision trop manichéenne du monde, avec les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Essayer de se dire que chacun d'entre nous avons des aspirations au bien, au beau, à la beauté, mais aussi parfois des colères, des énervements, parfois des haines aussi qui remontent. Et je pressentais un climat qui me faisait un peu peur, et qu'en tant que tout simplement citoyen, je n'étais pas sûr de pouvoir, j'avais pas ni de solution,
ni de réelle volonté à m'engager dans dans un discours médiatique, sociétal, que je sentais capable de dénigrer la parole, en fait. C'est-à-dire que oui, on peut entrer, on peut dire je ne suis pas d'accord, mais j'ai l'impression qu'on est dans une société où on nous oblige à ce que cette parole-là soit tout de suite récupérée, tronquée, voilà, et montée en épingle un peu. Et pour moi, la poésie, c'est cette alternative-là à résister à ce flot de la parole, à, à, cette, à cet appauvrissement du mot, en fait, en passant par le travail sur la formulation de nos émotions, et même à un niveau d'une expérience très intime, puisque finalement mes livres racontent à la fois ma vie et ma vision du monde, donc c'est une poésie lyrique, mais qui, j'espère, peut toucher l'autre et raisonner un peu pour créer un dialogue. Et j'y pense beaucoup quand j'écris ou quand je suis sur ce travail assez long de constitution d'un recueil, où souvent je reprends 4 années d'écriture et donc en écrivant tous les jours un poème à peu près. Et voilà, je ne conserve qu'une centaine de poèmes par recueil. Et tout ce travail-là, beaucoup moins que d'écrire de nouveaux mots ou que de mettre, consiste beaucoup à réduire, à enlever tout ce qui pourrait me sembler un peu trop nombriliste, parce que ça arrive, parfois on écrit des poèmes qui sont un peu, ou qui ne résistent pas au temps. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser les réseaux pour publier mes poèmes. En fait, j'ai un site où je publie comme un cahier d'écriture à ciel ouvert des premières versions de poèmes qui peut-être demain se retrouveront dans mes recueils. Et je suis assez, j'ai essayé d'écrire au secret, entre guillemets, sur un cahier non montré, mais j'aime bien cette première étape de publication un peu intime, parce que ça me permet déjà de penser, une fois l'idée du poème venue, que ce poème va être lu par d'autres. Et donc déjà de penser à l'altérité, à cet autre qui n'est pas moi, et qui va venir lire ce que j'écris. Et dans ce projet de poésie lyrique, parce que maintenant c'est un projet, en fait, je me suis un peu battu avec ce terme, parce que quand j'ai commencé la poésie il y a 10 ans, c'était encore très très mal vu. Enfin, la poésie lyrique, c'était vraiment quelque chose de complètement ringard, se raconter. Voilà, ça correspondait à une époque totalement passée. Presque méprisé par certains critiques. Il fallait être encore un peu dans le formalisme, dans la poésie expérimentale, que personnellement j'aime beaucoup par ailleurs. Je pense à toute l'école du Centre de poésie de Marseille, Christophe Tarcos, enfin des gens comme ça qui avaient tenté, avec humour parfois, encore de tordre la langue, de faire Christophe Tarcos parler de Patmos. Donc il y avait un peu encore cette tendance-là. Et moi, je suis arrivé à la poésie par une expérience très personnelle, qui est l'expérience d'un deuil. Un deuil de ma femme, qui est hélas, tombée malade à 30 ans et qui est partie. Avant ça, je n'écrivais quasiment pas de poèmes. Je savais à peine ce que c'était qu'une poésie. Donc, j'étais déjà journaliste, j'écrivais des articles, mais disons que la poésie n'avait pas plus pour moi de matérialité que ça dans ma vie. Je n'en lisais pas particulièrement et voilà, c'était pas. Et puis, durant la période de deuil qui a suivi la disparition de ma femme, des bribes de mots sont venues. Des bribes de mots qui n'avaient rien à voir avec un journal intime. Donc, je ne racontais pas ce que je vivais, mais c'était une forme un peu. C'était des images, c'était beaucoup d'images qui venaient, c'était des mots qui sortaient, à un moment, je me suis dit, il faut les mettre
sur papier, mais comme le papier, j'étais tout le temps sur Internet, puisque je travaille depuis près de 20 ans dans les nouvelles technologies, dans Internet, tout ça. J'ai publié ça sur un blog qui n'était lu par personne, hein, donc c'était vraiment très, très, très personnel. Et je me suis astreint, au bout de très peu de temps, au bout d'une semaine, à publier une petite chose tous les jours. Et j'avais écrit « Je t'avais promis une caresse chaque soir, désormais ce sera un poème ». J'ai assez vite relié cet acte d'écrire à un témoignage, à une sorte de... On ne peut pas parler de prière, mais voilà, de gestes faits envers celle qui m'avait quitté, que j'avais quitté. Comme un moment quotidien qui m'a apporté beaucoup de réconfort. Beaucoup de réconfort à partir d'une douleur qui, celles et ceux qui ont vécu un deuil le savent, est très fluctuante, c'est-à-dire qui alterne des périodes d'immense désarroi avec des périodes plus légères, du rire, des larmes, enfin voilà, des périodes très chamboulées, mais en tout cas où le temps semble se dérober sous nos pas, où le temps ne semble plus être le même que celui des autres. Et cet attachement quotidien à écrire quelque chose que j'appellerais poème me permettait à la fois de me rattacher au monde vivant où j'étais, où il fallait aussi, où il était nécessaire de se relier à ce monde-là pour éviter l'enfermement, et me relier aussi, pas à son souvenir, mais à quelque chose de transcendant, sans y mettre du tout une autre entité ou un dieu ou quelque chose, mais quelque chose qui allait un peu au-delà, un dialogue continu qui n'était ni un dialogue intérieur de moi avec moi-même, ni un dialogue vraiment avec elle, mais à travers le poème, quelque chose, une étincelle, quelque chose qui se crée. Et comme je publiais ces poèmes sur Internet, j'ai eu toujours à cœur de travailler, un peu comme j'aime bien comparer le travail au travail d'un diamantaire ou d'un polisseur de pierres précieuses, de travailler les mots. Donc plutôt de réduire, plutôt d'essayer de toujours trouver une forme à ce poème qui serait la plus dense possible, la plus proche de ce que je voulais ressentir, sans chercher à raconter une histoire, sans chercher à émouvoir particulièrement, en laissant aussi aller ce qui arrivait dans des périodes, alors ceux qui écrivent le savent, hein, dans des périodes un peu bénies, mais dont on se rend compte qu'après coup, où beaucoup, beaucoup de choses arrivent et ont besoin de sortir comme ça. Donc ça a été mon premier rapport à la poésie. Stéphane, si je peux me permettre, est-ce que vous ne pourriez pas nous lire un petit extrait? Vous avez prévu de le faire, j'imagine, peut-être dans quelques instants. Je ne veux pas perturber ce que vous avez prévu, mais ça donne très envie d'entendre, évidemment, un extrait, si vous pouvez. Donc, un extrait de ce premier recueil de Où nos ombres s'épousent. Que personne ne vienne effleurer la plaie vive, de l'espace pour les cris, qu'ils prennent le pouvoir, et remettre à plus tard les étreintes silencieuses, infinies des regards qui ne sont pas les siens. Il reste un lieu ténu qu'on consolidera, quand le temps finira par nous appartenir, que nous surmonterons. Rien n'est à préserver et rien n'est à détruire dans cette chambre de pierre. Seule l'épouse de l'ombre peut y sculpter le temps. Traverser son désert, y rencontrer ses peuples, ses tribus et ses fauves. Se joindre au mouvement pour que rien ne s'y fige, en le cartographiant. Maintenir le serment de ne rien attaquer. Et déplacer les dunes, par la seule ambition de se relier ensemble. Voilà, donc trois petits poèmes
c'est à ce moment-là que j'ai fait 2 rencontres qui m'ont beaucoup inspiré. Une rencontre par les livres, qui a été celle du poète breton Guy Vic. Alors, il y a un spécialiste de Guy Vic dans la salle, donc je ne sais jamais s'il faut dire Guilvic ou Guy Vic. Guy Vic, qui a été ma première découverte en fait, de poèmes durant cette période-là. Quand j'ai ouvert, c'était Possible le futur, qui était en poésie Neymar, et j'ai tout de suite ressenti, en lisant cette poésie très brève, très ramassée, très dense, proche de la roche, une voix qui m'a parlé comme si c'était un peu mon grand-père, pas du tout par une question de génération, mais vraiment une question de chaleur, d'amitié, de regard bienveillant et à la fois très, très fort. Donc ça, c'est une première... j'ai beaucoup lu Guy Vic au tout début, et c'est vrai que ça a beaucoup influé. Non pas inspiré, mais m'a fait prendre la voix, m'a fait accepter de parler de choses de la vie banale en y mettant une touche de fantastique et de merveilleux. Vous avez dit tout à l'heure conter. L'histoire du conte, l'histoire de l'enfance, cet univers-là, mais très important, mais très proche. Ce n'est pas du tout pour essayer de rendre la poésie joyeuse, même si elle crée une étincelle, toutes ces appels à ces roches vivantes, pourquoi pas à ces fées, voilà, cette nature en tout cas qui prend vie, ensoleille un peu les poèmes, mais surtout parce que je crois vraiment que c'est aussi, on parle toujours encore une fois, de poésie pour atteindre un idéal, un absolu. Le merveilleux est un bon moyen de mettre en branle une dynamique vers cet absolu-là, tout en restant préservé de développement voilà, qui nous emmènerait trop loin vers le mystique, qui personnellement, même si j'aime en lire, n'est pas la direction dans laquelle je veux aller. Je parle souvent de poésie à hauteur d'herbe, et j'aime bien cette idée que le poème que j'écris, c'est pas de l'humilité, mais transmet une certaine pauvreté, une certaine simplicité dans les bons sens du terme. Voilà. Et cette alliance entre merveilleux que j'ai trouvé chez Guy Vic m'a beaucoup parlé. Et deuxième rencontre que j'ai faite, qu'elle a été plus déterminante dans mon parcours. J'ai fait la rencontre grâce à Yvon Lemaine, qui animait il y a déjà près de 20 ans des rencontres, un peu comme ce soir, à la bibliothèque d'Acher, dans les Yvelines. Alors, je vous redonne la parole, mais je ne peux pas ne pas dire qu'Yvon Lemaine sera à votre place à la même heure, dans 15 jours, dans les mêmes conditions. Hein. Comme ça, je n'oublie pas de le dire, rendez-vous à tous les participants, y compris vous, Stéphane, dans 15 jours. Mercredi, on sera le 31, donc si je ne dis pas de bêtises, et à 18h30. Pardon? C'est exactement cela. Voilà, c'est ça. Merci Jean-Marie. Pardon, Stéphane, je ne pouvais pas ne pas le dire. Voilà. La coïncidence est trop heureuse pour qu'on ne le mentionne pas. Voilà, alors poète formidable qui parle de la poésie d'une manière incroyable. Je ne le connaissais pas plus que ça à l'époque, et je ne connaissais pas non plus Claude Vigée. Claude Vigée, je ne savais pas quel immense poète c'était, puisque, encore une fois, au début de mon parcours, je n'avais pas de connaissance particulière du milieu poétique. Je me rends donc un peu par hasard à cette rencontre, et je découvre assez voilà, c'est un choc, j'en perds mes mots, que Claude Vigée a perdu sa femme la même semaine que la mienne dans le même hôpital. Donc je vais le voir, et nous parlons peut-être 10 minutes, et nous tombons dans les bras l'un de l'autre en pleurs. Le lendemain, bien sûr, et il me dit venez chez moi, appelez-moi et venez chez moi, qu'on parle un peu de tout ça. J'avais déjà écrit quelques poèmes, hein,
Peut-être, Stéphane, un tout petit mot sur Claude Vigée que nos amis qui nous écoutent ne connaissent pas forcément. C'était un très vieil homme déjà, un vieux poète alsacien, juif, avec une œuvre admirable. Je vous laisse en dire deux mots simplement pour le situer pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément Claude Vigée. En fait, qui était juif, mais qui ne le revendiquait pas particulièrement. Et c'est au cours de la Seconde Guerre mondiale qu'il a pris toute la mesure de son héritage, de sa culture juive. Et il a écrit une poésie merveilleuse, d'une grande force, qui dit bien la lutte intérieure de chacun d'entre nous dans l'existence pour combattre ces démons et arriver à une forme d'équilibre qui n'empêche pas du tout la mélancolie, une certaine forme de tristesse, une lucidité aussi, mais qui laisse entrevoir un espoir avec une joie toujours présente. Alors, donc, je rencontre cet homme, je me penche sur ses œuvres, et c'était à l'époque, donc je vais vous dire, c'était avec ce livre-là, c'était ses œuvres complètes, Mon heure sur la Terre, et c'était en 2008, donc 2 ans après le décès de ma femme. Et dans cette œuvre complète, il parle de la mort de sa propre femme, donc avec des choses, voilà. Donc ça m'a complètement bouleversé. Je suis entré peut-être moins intimement dans son écriture qu'avec Guy Vic, mais c'est quelque chose qui m'a marqué. Il m'invite chez lui, il lit mes poèmes et il me dit « ça mérite d'être publié ». Alors, si j'avais connu toute sa réputation, j'aurais sûrement été... Là, j'étais déjà très content. Et il a été vraiment d'une gentillesse incroyable. Et donc, ces 2 ans de deuil, moi, j'avais essayé... donc, vous l'avez dit, c'était déjà un vieil homme, on n'avait pas du tout le même âge. Je lui avais passé plus de 50 ans avec sa femme. Et j'ai été frappé de voir qu'il n'avait rien laissé. Il n'avait rien bougé dans son appartement. Il avait vraiment laissé les choses telles quelles. Alors que moi, j'avais plutôt essayé de changer l'intérieur, voilà, par cette même douleur, hein, sûrement. Mais, donc, c'est lui, en fait, qui m'a permis de publier mes premiers poèmes. Et ça m'a donné beaucoup de force. Et je me suis dit, bon, ça vaut le coup de continuer. Je ne sais pas trop où tout ça va m'emmener, mais continuons. Donc, je vais un peu vite, mais je fais la connaissance de Bruno Doucet, qui était à l'époque chez Segers, en 2009, je crois. Pareil, il lit mes poèmes, il me dit, bon, il faut encore travailler. Il y a des poèmes très beaux, ça ne fait pas un recueil. Ce que je ne comprenais pas trop au départ. Il me dit, non, mais toutes ces bouts, cette poésie est très, très belle. Maintenant, il faut penser au lecteur, il faut tisser une histoire pour mieux la transmettre. Chose qui m'a pris longtemps, chose qui m'a pris plus de 2 ans, parce qu'effectivement, à partir de cette expérience très intime du deuil et des poèmes que j'avais faits, ce travail sur la constitution d'un recueil, en changeant un peu les chronologies, en essayant de les organiser, en essayant d'y intégrer des éléments différents, en essayant aussi, parce que j'y tenais, de masquer les noms, les prénoms, les lieux trop reconnaissables. J'avais envie de créer comme ça une poésie un peu intemporelle, un peu, voilà, qu'on pourrait lire dans 10 ans sans aucun problème. J'avais l'impression de trahir mon histoire et de trahir un peu ce pourquoi j'avais commencé à écrire de la poésie. J'avais l'impression de commencer à entrer dans la fiction. Et ça me posait un vrai problème inextricable. Sauf qu'à un moment, quand on crée un recueil, il y a un déclic où on se dit on ne peut pas aller trop plus loin. Et finalement, on revient sur une forme d'authenticité. En tout cas, c'est le point qui, moi, m'a fait dire que le travail de mon côté était terminé. Une forme d'authenticité dans l'expérience qu'on veut transmettre qui est retrouvée. Est-ce que vous pouvez nous lire encore un petit extrait, parce que tout ce que vous nous dites est bouleversant, merveilleux, et donne envie d'entendre justement le poème aussi. Alors justement, quelques poèmes avec cette dimension du merveilleux dans l'expérience. Un jardin où chaque pièce,
Un jardin où chaque pierre aurait sa place, où le chaos saurait se tenir. Des champignons au pied de l'arbre, l'œuvre des fées pour nous convaincre. L'eau de cette rivière n'essaie même pas de submerger la roche. Elle sait depuis sa source qu'il faut la contourner. Comme une vibration. C'est ça, quelque chose comme une vibration qui relierait les mondes, dont nous serions la source, mais submergés. Entre tes doigts, l'endocarpe a cédé. Sur mes lèvres, une goutte de jus d'orange. La plus belle conquête est histoire d'instant. Un flagrant délit d'être. Et peut-être un dernier. Oui. Un dernier. Non, quand je dis oui, c'est pas parce que c'est le dernier. Un petit peu plus. Les contours d'un ciel persistent depuis des jours. Il y a des étoiles et il y a du bleu. Peut-être que tu es là. Peut-être que tout commence là. Voilà, donc cette expérience du deuil, mais aussi de la renaissance du désir ou d'un désir à l'occasion des rencontres, à l'occasion de l'amour qui ressurgit, la manière de concilier les deux. Donc, j'avais lu dans un livre, un des livres qu'on lit quand on perd quelqu'un sur le deuil, j'avais lu que bien sûr les pensées suicidaires qu'on peut avoir ne rendent pas hommage à celui qui est parti, et surtout, dans beaucoup de guides, on vous dit tourner, enfin, cette expression tourner la page. Et cette expression est terrible. Elle est terrible quand on veut continuer à vivre. Parce que tourner la page, s'il faut tourner la page et effacer ce qu'on a vécu pour vivre quelque chose de nouveau, c'est totalement illusoire. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, bien sûr. Mais je trouve cette réflexion-là, qu'on entend souvent au bout de quelques temps, quand les gens, allez, maintenant c'est bon, c'était très triste, mais c'est passé. Je trouve ça d'une violence absolue. Et j'avais juste écrit, ni tourner la page, ni changer de route, poursuivre. Et donc, quand le livre est sorti, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me voir en me disant que ce livre les avait un peu aidés, parmi d'autres choses, à surmonter une épreuve difficile. Et beaucoup me citaient ça, me citaient ce poursuivre-là. Et voilà, je l'ai écrit en toute opposition à cette idée de tourner la page, et que c'est bien plus compliqué que ça de surmonter un deuil. Alors là où la poésie est peut-être différente sur ces questions-là d'un roman ou d'un guide ou de quelque chose comme ça, c'est que c'est ni aussi particulier qu'un roman, ni aussi, je me positionne jamais en tant qu'expert, bien sûr, de la question. En tout cas, la poésie ne se pose pas en experte de la question. Ce qui fait que ça donne possibilité d'un véritable échange qui m'est arrivé d'une manière très surprenante. Un jour, après les attentats du Bataclan, par une amie commune, quelqu'un me demande à me rencontrer qui avait lu ce livre. Et cette personne-là avait perdu son mari lors des attentats du Bataclan. Je ne sais plus quand c'était par rapport aux attentats, mais c'était assez proche, c'était peut-être 6 mois après. J'ai hésité à dire oui pour la rencontre parce que je me sentais tellement démuni et tellement abasourdi par cette situation-là. Il avait en plus 2 enfants en bas âge. Tout ça. Donc on s'est rencontrés et très bizarrement, parce que justement ce poème-là
témoigner sans trop de précision temporelle, juste de l'expérience du deuil intime profonde. On a parlé ensemble, elle avait une force incroyable. On a parlé ensemble de toute autre chose qui était la relation frère et sœur lors d'un deuil, à partir des poésies et de son expérience. Et sorti de cette conversation qui m'a beaucoup apporté personnellement, je me suis dit, mais c'est formidable si la poésie peut permettre ça, peut permettre finalement d'arriver à la fois sur un terrain vierge où aucun sujet par essence n'est obligatoire, et en même temps déjà avec une forme d'intimité, d'amitié qui provient de la lecture du poème. On a déjà une sorte de fraternité, je pourrais employer ce mot-là, formidable par le poème qu'on a lu. Exactement celle que moi j'avais eue en lisant les poèmes de Guy Vicq ou plus tard les poèmes de Claude Vigée ou d'autres. Didier, vous êtes plus qu'un spécialiste d'Edmond Jabès. Vous l'avez connu. Moi, je ne l'ai pas connu, mais ma famille vient d'Égypte, ma famille maternelle vient d'Égypte. Et j'ai découvert Edmond Jabès, par exemple, qui a écrit le livre des questions, notamment chez Gallimard, qui m'a aussi tout de suite parlé. Cette voix chaleureuse qui parle de choses à la fois très éloignées de moi, mais par la musique de la langue, par une sorte de magie, par une sorte d'harmonie, hein, peut nous toucher sans qu'on intellectualise trop. Et ça, je trouve ça, voilà, ça, je trouve ça formidable, la question de la musique, de l'harmonie dans le poème. C'est quelque chose qui m'intéresse et que j'essaye de conserver comme un plaisir quotidien. Alors qu'effectivement, c'est la sonorité du poème qui, plus que ce qu'il dit aussi, mais qui m'intéresse. Alors, dans un premier temps, je vous interromps un peu parce que je vois l'heure qui défile à une vitesse terrible et j'aimerais quand même que vous nous parliez évidemment de Contre la nuit, d'autant que dans Contre la nuit, il y a la présence de votre fils qui est nommé en tant que tel d'ailleurs, et ça, je crois que ça mérite aussi que vous en disiez quelques mots, et puis que vous en lisiez quelques extraits. Donc, moi, ce que je vous propose, pour qu'on tienne à peu près le temps, on se donne encore un quart d'heure pour que vous nous parliez peut-être de Contre la nuit et que vous lisiez un extrait peut-être un peu plus long, parce que moi, je suis un tout petit peu frustré. En même temps, c'est merveilleux. Ce que vous nous dites est tellement poétique quand vous parlez de la poésie qu'on se dit c'est merveilleux et on n'est pas frustré de la poésie. Mais j'ai lu des choses tellement belles que j'ai aussi envie de vous entendre les lire. Donc, je vous laisse trouver ces équilibres et dans un quart d'heure, on donnera la parole naturellement à nos auditeurs pour le dialogue. Est-ce que ça vous convient qu'on se fixe ce programme? Tout à fait. Alors, justement, quand j'ai été voir Claude Vigier chez lui, il ne m'a donné qu'un conseil. Il m'a dit, il faut que vous ayez un enfant. Ce qui, à l'époque, me semblait totalement irréalisable. Irréaliste, aucun désir d'enfant. Et ça m'a pas choqué parce que c'était dit avec une telle gentillesse et une telle bienveillance. Et on sentait vraiment que c'était très émouvant. Mais bon, ce n'était pas du tout à l'ordre du jour. Le fait est que la vie a fait que j'ai rencontré celle qui est ma femme aujourd'hui, qui était mon amie, qui était notre amie d'ailleurs. Voilà, c'est les hasards étonnants de la vie. On s'est mis ensemble et on a voulu avoir un enfant. Et je pense que chaque jour, la perte de ma première femme me fait faire une attention immense au partage de ces moments avec lui, avec elle, avant tout. Et du coup, effectivement, comme j'écris aussi ce qui m'arrive, ou alors que le poème écrit ce qui va m'arriver, ce qui arrive assez souvent, très étonnamment, une fois qu'on relit ça, on se dit, oui, mais c'est ce qui est arrivé. Donc, le jeu de l'inconscient. J'ai commencé à écrire en l'incluant comme personnage des poèmes, mais lui, c'est aussi un peu moi ou une état d'enfance ou un moyen de faire retour sur l'enfance. Alors, avant Contre la nuit, il y a eu un premier recueil qui s'appelle Les Terres rares, qui raconte sur
Alors, quand même, c'est un lien. J'ai commencé ce recueil-là après la sortie du premier. Et je suis parti sur une idée, alors là, de fiction, qui était que Alexandre le Grand, qui a conquis le plus vaste empire de l'histoire de l'humanité, a perdu cet empire en 1 an après la mort de on ne sait pas si c'était son ami intime ou son amant, mais son ami intime, Héphaïstos, qui s'appelait, décède. Et l'empire d'Alexandre s'écroule en 1 an. 1 an plus tard, il décède exactement à un jour près de la même maladie, après avoir été sombré dans une démence totale. Et je voulais parler de la perte du désir. Qu'est-ce qui nous pousse à conquérir le monde? Et à un moment qui est la perte de l'être aimé, à tout abandonner et à sombrer sans espoir, sans horizon. Donc j'avais commencé à écrire quelque chose en mêlant un peu Alexandrie. Ma mère vient d'Alexandrie, est née à Alexandrie. J'avais mêlé des choses comme ça sur l'origine, tout ça. L'annonce de l'arrivée prochaine de mon fils coupe net cette recherche de l'absence de désir. Et je me mets à écrire complètement autre chose, qui commence comme ça. L'air aujourd'hui plus léger. Peut-être que le muret tout au fond du jardin, peut-être qu'une lumière, peut-être qu'une position, ou alors l'impression d'inspirer différent. Arriver où convergent les 2 chemins de terre, celui du désir, celui du nécessaire. Les franchir. C'est le dernier poème d'une première vie. Tout déjà nous bascule derrière cette réponse. Se rendre disponible pour accueillir le lien à notre extrémité. Pour ajouter tout bas le bonheur d'une voix, sans qu'elle nous appartienne. J'abdique d'une ambition pour dépasser le ciel. L'espérance se rapproche. Et je commence à raconter ces moments qui sont les moments qu'on a vécus avec ma femme, les moments de la gestation, du côté du père, ces premiers moments où l'enfant n'est pas encore là et complètement là, et qui, et bien sûr, donne l'occasion de s'interroger sur quel père on va devenir. Et là, j'écris par exemple, « Je ne te ferai pas porter le poids du monde. Enfin, j'essayerai. Ton sourire m'aidera. » Dernière veillée. Dernier séjour avant terme. Un léger crépitement me fait me rendre compte. Pour la première fois, je n'ai pas contemplé la caresse des flammes. Ne jamais avoir l'air complètement heureux. Ne pas froisser les dieux une seconde fois, mais en sourire quand même. Tu ne liras jamais les centaines de livres collectionnés pour toi. Pour cette image de moi projetée un peu au loin, dans le rêve d'un enfant au regard identique. Tu ne liras jamais les 1000 aventures découvertes au détour, et ces milliers de pages scrutées par la vigie. Je me suis séparé de ces traces évidentes. Je préfère effacer la carte de mes joies pour te laisser l'usage des frissons du chemin. Nous livrerons les ailes au seuil de ta porte. Qu'il te soit libre. Bon, des poèmes très ambitieux qui au final, ne se traduisent pas toujours dans la vie quotidienne, hein, parce que je collectionne énormément les livres et j'avais envie de faire un peu de place. Bon, bah ça revient, hein, ça reprend. Voilà, mais en tout cas, ce second livre qui a été, en tout cas, qui est important pour moi, parce que voilà, il est à la fois un journal, un souvenir un peu de cette période-là, et puis pour lui, j'espère un cadeau, hein, je suis dédicacé. Et alors, Contre la nuit, donc c'est encore un peu après, puisque j'ai mis beaucoup de temps, Les Terres rares est sorti en 2013, et j'ai mis beaucoup de temps à écrire un autre recueil. Je continue à écrire de la poésie, mais effectivement, j'ai pris du temps pour partager toutes ces premières fois, pour
voilà, pour me consacrer, en plus d'une carrière remplie, à cette exploration d'humanité. Voilà. J'essaye, je crois pas, j'entends beaucoup de poètes qui disent que le poète les domine, qu'ils ne vivent que pour le poème, que pour la poésie, enfin, que le poème passe presque avant l'expérience vécue. J'essaye, je sais la séduction de cette idée-là, j'essaye de m'en préserver un peu. J'essaye, voilà, d'attendre de vivre quelque chose avant d'écrire le poème, et de ne pas tout le temps penser à la production d'écrit. Donc, Contre la nuit, qui sort en 2019, et qui, là, dans ma vie, est un peu à la jonction de plein de choses, puisque nous décidons de partir de Paris avec ma femme et de nous installer à Montreuil. Donc, pour ceux qui connaissent, hein, c'est juste à 2 stations de métro de Paris, surtout du lieu où nous habitions. Mais pour moi qui ai été parisien depuis mon enfance, c'est un déchirement, chose qui était quasiment inconcevable. Très content maintenant. Mais donc, j'essaye d'écrire des poèmes, de tester des choses aussi dans la mise en page. Alors, j'essaye de faire des choses comme ça. Parce que j'aime, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais j'aime beaucoup les expériences de poésie visuelle, par exemple, le spatialisme, l'œuvre de Garnier, enfin, tout un courant de poésie qui a essayé de mêler, je suis passionné de bande dessinée, qui a essayé de mêler le graphisme au poème, avec des exemples de typographie, des choses comme ça. Donc, j'aime bien ça. Par contre, j'essaye toujours de raconter une histoire. J'essaye de ne pas travailler que sur une forme. Alors là, par exemple, sur ce déménagement, j'écris « D'un côté du périphérique, en traversant le périphérique, en empruntant le périphérique, rester sur le périphérique, sortir du périphérique, franchir le périphérique, rêver le périphérique, recouvrir le périphérique, foncer sur le périphérique, s'aimer sur le périphérique, penser le périphérique, quitter Paris et passer de l'autre côté, loin des plantes carnivores. » Voilà. Donc, je raconte ça avec ce sentiment que quelque chose est en train d'arriver, bien sûr dans ma vie, mais aussi autour de nous. J'écris par exemple, je vais vous le trouver. Ah oui. Ils ont posé une bombe. Elle a explosé. Pas écrire. Voir nos amis, nous embrasser, parler à notre fils, l'embrasser, respirer, mais sentir que ça grouille, que ça se réveille, ne pas se détourner. Éviter que nos monstres ne remontent, par la tuyauterie des salles de bain, par l'embouchure des fleuves, par le fond des 7 mers. Éviter l'inondation. Voilà, donc je partageais mes inquiétudes et parfois de ce que j'entendais du monde qui venait. Donc moi, j'étais plutôt dans une période relativement de changement heureux, dans un climat très anxiogène. Et donc j'écris « Je ne connais pas la guerre. Je ne sais pas comment on fait la guerre, comment on fend les crânes, avec des coups de bec. Dans la forêt lointaine, je me mets à genoux. Du haut de mon grand chêne, je réponds au hibou. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, coucou, coucou. Mais papa, il est mort le hibou. Alors, il faudrait prendre les armes, se préparer au pire. Une excitation pointe derrière ces arguments. Mais non, c'est dans ma tête. Un peuple, mon voisin m'insupporte. Aurais-je seulement la force de lui tendre la main? Donc voilà, une montée
ressenti des périls, et à la fois une montée aussi de cet envahissement des technologies qui n'y sont pas étrangers. Des technologies qui sont, alors encore aujourd'hui, encore plus, mais déjà présentes dans notre quotidien, dont il est illusoire de vouloir se passer, ou si on essaye, on se retrouve très vite isolé, puisque tout le monde communique comme ça. Très vite considéré comme un peu rétrograde si on émet la moindre critique sur l'utilisation de ces technologies-là. Moi, j'ai travaillé dans une start-up, enfin, j'ai monté, là où je travaille chez Bayard, les offres numériques, donc j'ai travaillé là-dessus. Et malgré tout, voilà, c'est encore... il y a un impensé, parce que la technologie nous dépasse et va plus vite que nous, de la critique technologique, qui est un peu ramenée sur un obscurantisme de mauvais aloi. Or non, ce n'est pas la question de la technologie qui est en cause, c'est la question de qu'est-ce qu'on en fait et en quoi elle change nos relations et notre rapport au monde et notre rapport à notre voisin. Donc, dans ce recueil, j'ai pris le parti aussi de l'organiser en plusieurs chapitres, plusieurs parties, en prenant toujours des termes qui se rattachent à ce monde technologique. Le service de localisation, correctif de sécurité, performance de l'appareil. Essayer de subvertir tous ces termes pour ramener l'expérience, cette expérience à hauteur d'herbe. Et là, l'expérience de moments partagés avec mon fils est assez présente. Au cœur, au centre de la poésie. Et donc, je parle de ces réseaux et de cette schizophrénie un peu qu'on a tous, de se dire il faudrait que j'arrête. Je ne suis pas heureux vraiment en utilisant ça, mais en même temps, j'y suis toute la journée. Et cette question du désir, alors toujours le désir, perte, retrouvailles et comment dire, entretien de ce désir-là qui est posé. Ça veut empêcher nos erreurs, répondre aux injonctions, réguler nos désirs. Ça veut savoir bien avant nous ce que l'on aimera, ce qui sera utile pour nous rendre inutiles, jusqu'à prendre langue, jusqu'à prendre corps, jusqu'à prendre la douleur de tes cris, le sel de ta révolte, ta propre mélodie. Exactement ce que nous voulons éviter. Alors, est-ce qu'on peut passer aux questions, mais je ne voudrais pas vous empêcher de dire encore une chose ou deux qui vous semblent importantes sur ce recueil et peut-être ensuite on passera aux questions si vous avez quelque chose encore qui vous tient à cœur, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Non, voilà ce que j'essaye de faire tous les jours modestement, à la fois en écrivant, en éditant, en passant de la poésie. Je crois que c'est face à une sorte de... J'ai pas d'horizon absolu, de grande espérance dans lequel me jeter. Par contre, j'ai le sentiment quand même d'un au-delà de nous, d'une forme d'absolu, d'une forme de transcendance qui est là, qui est peut-être la beauté, et que le moyen, en tout cas que moi j'ai trouvé pour vivre dans ce monde et vivre mon existence, c'est cette chose étrange qu'on appelle poésie. C'est ce poème que je prends plaisir, même si des fois je me dis mais je pourrais faire plein d'autres choses. Finalement, c'est la seule chose qui tient, qui reste, qui est là tout le temps. Et voilà, c'est une découverte, c'est un bonheur que je prends plaisir à partager. Bon, alors en plus c'est merveilleux parce que vous venez de répondre à la première question qu'on m'avait déjà posée pour vous hier sur Internet. Et Dieu dans tout ça? Alors, j'ai le sentiment que vous venez un tout petit peu de répondre. Vous pourrez ajouter quelque chose si vous le souhaitez ensuite. Moi, je voudrais simplement aussi citer ce mot de vous que j'ai entendu en préparant notre rencontre dans un entretien que vous avez fait. Et vous dites, la poésie ne dit pas quoi faire, elle dit qu'on a la force de le faire. Et ça, je trouve ça absolument merveilleux. Alors, ce n'est pas une question, c'est une
codicille, voilà, que j'ajoute. Alors, peut-être maintenant qu'on va se risquer à l'exercice très compliqué sur un plan technique, et là, je fais appel à tous ceux qui nous aident pour donner la parole à ceux qui lèvent le doigt, je ne sais comment. Voilà, donc la parole est aux auditeurs, aux participants. Et je demande donc, je ne sais pas si c'est Victor, Émilie, comme ça, qui peuvent donner la parole, mais on essaye de fonctionner comme ça. On teste. Oui, Françoise, peut-être, je crois, qui demande la parole. Mais on ne vous entend pas, Françoise, votre micro. Il faudrait que vous allumiez votre micro. Voilà. Voilà. Vous m'entendez là? Oui, Merci. on vous entend. Oui. Bon, bonjour à tous. Moi, je vous comprends vraiment très, très fort dans ce que vous dites et principalement au sujet de tourner la page, qui est une expression dont j'ai horreur et qu'on m'a dite dans des moments où j'avais le plus mal, en fait. Et j'avais d'ailleurs écrit quelque chose de très simple à ce sujet qui rejoint, c'était tourner la page n'est pas si facile que ça. Que ça. Parce que j'avais vraiment l'impression que quand les gens me disaient tourne la page, ben voilà, c'est que ça à faire, tu vois. Bon, voilà. Et je pense que que même on peut nous-mêmes, face à des personnes qui ont vécu aussi des choses difficiles, retomber dans l'usage de ce genre d'expression. Je pense qu'on ne s'en rend pas compte quand on dit ça. C'est justement par rapport, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, ce temps différent, ce temps qui pendant s'allonge, se rétrécit, ce rapport au temps qui change complètement. Peut-être que le poème permet justement de transmettre un peu de cette instabilité à expérimenter aux autres. Mais je pense qu'il y a une incompréhension en fait. C'est pas du tout pour, quand on nous dit ça, c'est pas du tout pour nous faire du mal, bien au contraire. Non, pas du tout. Mais ça manque de compassion, je trouve, cette expression. Mais ouais. ça, c'est personnel. Hein. Tout à fait. L'expression oui, je pense pas que les gens qui la transmettent manquent de compassion. Voilà, au contraire. Oui, ils ne savent pas quoi dire. Donc voilà. Ils ne savent pas quoi dire et des fois, on est un peu sans mots, sans paroles face à ça. Et on n'ose peut-être pas dire, juste je suis là, je pense à toi. Alors peut-être que le poème est pas les quelque gens chose qui le comme disent, ça. hein. C'est l'expression que je trouve très violente, comme vous. Tout à fait. Voilà. Et puis je voulais aussi juste partager au niveau de la technologie. Moi, je trouve aussi que c'est le fait que ce soit interdit de critiquer. Je trouve que c'est très, très frustrant. Parce que je pense que ce qu'il y a d'inquiétant avec la technologie, c'est que ça pousse les gens à avoir une espèce de performance obsessionnelle à l'esprit. Et forcément, c'est pas ça. Parce qu'on n'est pas fait pour être dans la course permanente. Quoi. Bon, donc voilà. Le fameux lieu commun, la poésie est inutile, s'applique aussi là. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait que la poésie n'ait aucune valeur marchande réelle, en gros, on peut se le dire entre nous, joue beaucoup dans sa puissance et sa force d'action et sa force d'agir, son pouvoir d'agir. C'est pour ça que c'est une bonne, je dis Contre la nuit, c'est un uppercut de tendresse. Mais il y a de ça. La poésie est quand même une parole haute qui peut contrer peut-être, ou en tout cas nous faire prendre conscience de ces périls-là qui sont insidieux et qui, de jour en jour, nous entourent et nous piègent. Mais la poésie est essentielle. C'est pas qu'elle est essentielle. Nous sommes là, il est 19h37. Nous sommes tous d'accord. Béatrice Guénin, à mon avis, ne nous contredira pas. Je lui donne la parole. Merci Didier, ravi de vous voir. Moi aussi. Ainsi que Jean-Marie et Stéphane. Bonsoir. Bonsoir. Les étudiants du master sont tous là, je tiens à le dire.
Merci à eux. Ils n'ont pas été torturés et ils m'ont envoyé des messages en privé. Et je ne sais pas s'ils oseront intervenir parce qu'ils sont très impressionnés, je dois vous le dire, Stéphane, par votre poésie et par tout ce que vous avez dit ce soir. Mais en tout cas, ils m'ont envoyé des messages en privé pour me dire à quel point ils étaient émus, touchés, passionnés. Voilà. Ah, merci. Je voulais vous transmettre ça. J'avais une question. Moi, je m'intéresse toujours beaucoup aux coulisses de la création. Donc, j'en profite pour une fois qu'on s'adresse à un auteur vivant, ce qui est assez rare dans les études littéraires, pour savoir un petit peu comment vous travaillez, puisque vous dites que vous passez beaucoup de temps avec les nouvelles technologies, qui me semble être un petit peu, pour le vivre moi-même, l'antithèse de la rêverie. Et c'est vrai que pour créer, en particulier en poésie, on imagine en tout cas qu'il faut pouvoir flâner, rêver. Et votre poésie, d'ailleurs, révèle cette flânerie du quotidien. Et donc, je me demandais comment vous procédiez. Est-ce que lorsque vous commencez un poème, c'est vraiment une décision à un moment donné de vous dire, bon, j'ai engrangé des choses, est-ce qu'elles sont notées dans un carnet et à un moment donné, vous dites, je vais en faire un poème? Est-ce que c'est des poèmes qui naissent sur l'instant, que vous travaillez plus tard, que vous reprenez? Ou, enfin, comment est-ce que tout ça se conjugue entre votre quotidien professionnel, votre vie familiale, la présence des nouvelles technologies très envahissantes et ce temps de la rêverie et de la composition du poème? Alors, assez naturellement, en m'autorisant des périodes de sécheresse. Quand j'ai essayé de me mettre devant mon ordinateur et me dire, bon, bah là, j'écris un poème, généralement, c'est des très mauvais poèmes. Ça donne rien. Je peux passer 2 heures dessus, c'est vraiment, enfin, c'est des choses que je ne retiendrai jamais. Ça vient souvent d'un ricochet. J'ai l'idée d'un poème. J'ai l'idée d'un poème toujours, d'une lecture, d'une chose vue, d'une émotion ressentie. L'important pour moi étant de me saisir de cette idée. Alors des fois, je la note sur un petit carnet, ou souvent c'est un mot ou deux, ou c'est un assemblement de mots qui va donner un poème, que là, je peux travailler, je peux passer du temps, mais jamais plus d'un quart d'heure sur un poème, dans sa première version. Après, je peux passer des jours à l'organiser voilà, comme des briques dans un mur. Ensuite, pour que le mur se crée, ça peut prendre du temps, mais j'essaye comme ça de rebondir, et ça vient assez naturellement dans ma vie. Je pense aussi que c'est une sorte de muscle, c'est un exercice. C'est-à-dire que quand je n'écris pas, ce qui m'arrive, donc, j'écris des fois pas pendant une semaine, bah, je suis un peu triste, je sens la tristesse, et je mets du temps pour dire, mais pourquoi je suis triste? C'est toujours la même réponse, parce que je n'ai pas écrit. Mais c'est l'exercice d'écrire souvent qui fait qu'aussi, il y a une sorte, je ne sais pas comment l'expliquer, je pense pas du coup c'est une inspiration divine, tout ça, mais il y a une, voilà, ça devient une habitude. Et là où je voulais juste revenir à Guy Vic, il a écrit un superbe livre où justement il creuse les coulisses un peu de sa création. C'est La vie en poème ou Vivre un poème, je n'ai plus exactement le titre. Et il raconte qu'il a eu 13 ans de panne totale d'écriture. Lui qui pourtant a produit énormément de poèmes. Vous voyez sa bibliographie, pendant 13 ans, il n'a plus une idée de poème. Ça m'a beaucoup rassuré. Je me suis dit, bon, bah, si cet homme, ce poète que j'admire a eu ça, il ne faut pas avoir peur. Et il dit, bah, ça passe. On revient après. Lui, il a écrit la majeure partie de sa poésie après sa retraite. Donc là aussi, ça rassure beaucoup, parce qu'on se dit, bon, bah, c'est pas uniquement la sève de la jeunesse, tout ça, on peut. Donc je m'autorise et j'accueille même ces périodes de sécheresse qui ont lieu. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Vous dites d'ailleurs, je cite très simplement, Stéphane, là encore, une parole que j'ai notée chez vous, vous dites « les mots aident ». Et souvent, ce sont les mots qui dictent en même temps, les mots qui portent, les mots qui prennent la décision pour nous, les mots qui nous emportent. Vous parliez d'Edmond Jabès, cet exergue du livre des questions, « Tu es celui qui écrit et qui est écrit ». Et ces mots merveilleux aussi, je cherche un homme que je ne connais pas, qui jamais ne fut en lui-même que depuis que je le cherche, qui donne tellement bien le mouvement, je trouve, de la poésie.
il y a vraiment quelque chose d'assez mystérieux qui est que le poème souvent donc, arrive et précède. Ce n'est pas que ce qu'on pense, ce qu'on va vivre parfois. Oui. Ou résonne de telle manière que quand on le relit à un mois ou un an d'intervalle, on se dit mais c'est pas possible, à cette époque-là, voilà. Donc il y a quelque chose que je ne saurais et ne veux pas expliquer, surtout, par exemple, j'ai jamais fait d'analyse psy, non pas que j'en ai pas besoin, on est tous dénévrosés, mais personnellement, je me trompe peut-être, j'ai l'impression que justement, creuser de cette manière-là pourrait, mais je me trompe peut-être complètement, mais pourrait un peu aller trop dans les coulisses de l'inconscient et voilà, commencerait à créer quelque chose de trop construit. Je ne suis pas sûr de moi, mais il y a cette idée-là quand même, cette volonté de laisser quelque chose de couler. Rilke disait, il était absolument contre l'analyse que lui préconisait Lou Andreas Salomé. Il répondait « Je ne veux pas que l'on corrige mon âme en rouge ». C'est beau. Superbe, superbe. Oui, Françoise. Oui, j'ai juste envie de dire une chose. Je pense que c'est une question d'âme. Pour moi, on a une âme de poète. Et c'est quelque chose qui nous quitte jamais. On est avec et on va jusqu'au bout de sa vie avec. Et d'ailleurs, j'avais beaucoup aimé un échange que j'avais eu avec M. René d'Obaldia, qui m'avait dit qu'il détestait qu'on dise de lui qu'il était un dramaturge, parce qu'en fait, il disait « je suis un poète ». C'est marrant parce que quand on a tous lu, ou en tout cas beaucoup, la lettre à un jeune poète justement de Rilke, et il dit à un moment, si vous ne pouvez, enfin le signe d'être un poète, c'est de ne plus pouvoir vivre sans, ou en tout cas si vous n'en avez pas besoin pour vivre. Et moi au départ, quand j'ai été touché par la beauté de ce texte, qui m'a aussi inspiré, nourri, enfin, c'était pas quelque chose, c'était même pas un objectif à atteindre parce que j'ai jamais voulu faire carrière dans la poésie. Enfin, c'est pas quelque chose qui était un objectif posé, mais je ne le comprenais pas vraiment et maintenant je le comprends. Et je le comprends parce que personnellement et si je n'écris pas, une énorme angoisse, une énorme mélancolie me prend en me disant mais voilà, que faire et faire, c'est bien l'étymologie de la poésie. Stéphane, moi, je vous propose peut-être pour terminer, Béatrice, vous voulez… Ah, je vois Faiza qui veut aussi intervenir. Alors peut-être une dernière question et puis ensuite Faiza, et puis ensuite on vous demandera quand même de relire un petit peu un petit extrait pour finir. Hein. Soit on vous laissera choisir, soit je vous dicterai l'extrait à lire. Je me plie à toutes les contraintes. Non, non. Oui, oui, Faiza, on vous écoute. Bonsoir, alors je suis dans la classe de Madame Guéna. Je vous remercie pour votre intervention. Je me suis en fait reconnue dans plein de choses que vous avez dites. J'aimerais en fait vous poser deux petites questions. La première, elle concerne le processus de la création. J'aimerais savoir, est-ce que lors de l'écriture, vous vous imposez des contraintes en question de rime, de nombre de vers, etc. Et j'aimerais aussi savoir si on peut penser finalement que la poésie pour vous ne transforme pas le mal en métaphore, mais c'est un moyen de lutter contre l'absence des personnes qu'on a perdues. Ah, il y a deux choses. Ouais. Est-ce que c'est un moyen de lutter contre l'absence des personnes qu'on a perdues? Je ne pense pas. Je suis assez conscient de ça. Vous reposez ma question. Est-ce que la poésie n'est pas un moyen de transformer le mal en métaphore, mais beaucoup plus de lutter contre l'absence des personnes chères? En tout cas, sans jamais, parce que même voilà, est-ce que ça fait oui, ça fait beaucoup plus de 10 ans. L'absence, elle est toujours là, elle est toujours ressentie, même si c'est moins dans la douleur, dans les cris, elle n'a pas été comblée par le poème. Par contre, effectivement, c'est une sorte de douce satisfaction d'avoir transformé
cette absence en quelque chose, déjà. Qu'il n'y ait pas eu rien, qu'il y ait eu quelque chose et que ce quelque chose-là soit identifié avec une idée de beauté, alors plus de beauté, de quelque chose de profondément intime, de quelque chose qui ne trahit pas, j'allais dire la relation antérieure, mais je dirais presque notre vie, qui essaye d'être au plus proche de ce qu'on ressent. Avec ce risque, on se crée tous un personnage hein, qu'on projette socialement. Bon, tout nous pousse à ça. Pour moi, le poème, c'est une manière d'être toujours proche de ce que certains disent en parlant d'état d'enfance. C'est pour ça que je parle aussi beaucoup d'enfance dans mes poèmes. C'est-à-dire cette sorte d'idéal qu'on a eu de soi-même, qui est un peu faux aussi, hein, parce qu'en tant qu'enfant, on n'était pas plus... Je ne crois pas à l'enfant idéal ou à la projection, mais une sorte de fidélité à soi-même, tous les jours réinterrogé, tous les matins. Voilà. Et d'avancer comme ça. Et donc aussi d'accepter ces monstres, d'accepter ces sautes d'humeur, d'accepter tout ce qui fait la vie. Ne pas faire une poésie qui ne parlerait jamais du mal, ou qui... mais le mal est toujours transformable en bien, en espoir, en quelque chose de beau. Où là, on est presque dans un discours un peu... Alors là, c'est là un peu religieux, c'est-à-dire là où je fais la différence entre spiritualité et religion. C'est-à-dire laisser le poème aussi libre de dire des choses très différentes de l'expérience humaine. Sans morale, avec une éthique, mais sans morale. Alors, on vous écoute lire, Stéphane, pour illustrer. Voilà. Moi, j'avais envie de vous demander, je trouve que ce sont des pages sublimes, merveilleuses et qui disent aussi beaucoup sur votre poétique, de lire peut-être un petit extrait de Mode de reconnexion, mais si vous avez un autre choix, je respecterai votre choix avec grand, grand plaisir. C'était ce que je voulais vous lire. Donc, bon. Alors, juste deux mots sur ce Mode hors connexion, qui est un texte en 16 fragments de la prose poétique. Il y a un texte dans la Bible, l'Ecclésiaste, que j'ai découvert grâce à la traduction de Jacques Roubaud. Merveilleuse traduction, qui est parue dans la Bible Bayard. Pas parce que je travaille à Bayard, mais c'était... Autre immense poète, très âgé maintenant, il doit avoir 92 ou 93 ans, Jacques Roubaud. Voilà. Et je vous conseille de lire sa traduction de l'Ecclésiaste, qui est magnifique. Ce texte, je l'ai lu à mon mariage, je l'ai lu à l'enterrement de ma femme, et je l'ai relu à l'occasion de ce travail. Et à chaque fois, il m'éclaire d'une lumière différente et c'est un texte point d'étape, un texte bilan qui me nourrit toujours énormément. Et du coup, j'ai eu envie de faire quelque chose, de créer une histoire en reprenant des versets intégrés au texte intégré au texte et de raconter cette histoire d'une situation dans laquelle un homme au milieu de sa vie, un peu comme la Divine Comédie de Dante, arrive un peu perdu comme ça et traverse ce moment d'une crise, on dit la crise de la quarantaine, alors, je ne sais pas si c'est la crise de la quarantaine, mais en tout cas d'un moment de bascule dans sa vie, voilà, où c'est plus tout à fait jeune, pas encore vieux, mais un moment comme ça, que je ressentais, bien sûr, à tort ou à raison. On cherche tous un lieu pour suspendre, on cherche tous un lieu où suspendre la fuite, où reprendre son souffle, ou se cacher des autres pour enfin les aimer. Notre légende se bâtit autour d'un seul fait d'armes. Notre histoire distincte s'écrit à sa lumière, jusqu'à la forme fixe, jusqu'à pouvoir gagner l'inscription dans le marbre d'une sorte d'éternité. J'admire cette lumière depuis trop de paroles. Le soleil se lève, le soleil se couche, les autres aussi se battent pour en voler l'éclat. Il y a un temps pour tout. Un temps pour engloutir et se laisser tomber. Un temps pour observer le vide de l'absence. Un temps pour rebondir d'une respiration. Pas toujours dans cet ordre.
Tout autour, on construit des châteaux, de sable, de cartes, de mots. On joue à conquérir chaque lien de dépendance pour se positionner. On fait l'amour, on tue le père, d'une dernière bouffée d'oxygène ou de sang. Ça ne marche pas toujours. Puis on teste la toile, jusqu'à se libérer pour aller vers son risque. Il ne devait pas être commode, René Char, au son de sa voix. Une branche vient de craquer. Poème, acharné. Seule forme suffisante, fondamentale et brute. Impossible à réduire par ceux qui nous assurent qu'il n'y a pas d'autre choix. Que nous n'avons plus le temps de penser, de sentir, de marquer une pause. Qu'il faut grandir, se résigner et survivre malheureux. Combat sans délivrance. Et après 16 petits fragments comme ça, ma promenade s'achève. Sur le seuil, je tourne la clé dans la serrure. La lumière est allumée et ton sourire m'accueille. Goûte la vie. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Se promettre que le feu restera dans son âtre, que nous y veillerons pour en dompter la flamme, d'un uppercut de tendresse. Cette chaleur qui t'intime de suspendre la course pour entrer en partage, cette chaleur qui t'assure qu'un bonheur est possible sans t'en demander plus, cette chaleur qui t'effleure au clair de la lune pour que tu puisses, enfin. Voilà. Merci infiniment. Stéphane, vous parlez comme vous écrivez comme vous parlez. Tout à l'heure, vous avez prononcé le mot d'authenticité. Je crois que vraiment c'est un mot qui vous résume merveilleusement, qui résume merveilleusement votre travail. Moi, ce que j'apprécie et ce qui est rarissime, c'est ce mélange de simplicité et de densité. On est à la fois dans la poésie, on est dans la pensée et on est, je dirais, à hauteur d'herbe peut-être, mais à hauteur d'homme d'abord. Et dans les temps que nous vivons, c'est infiniment précieux et d'autant plus précieux qu'encore une fois, nous le savons tous, ce n'est pas très souvent qu'on a l'occasion d'entendre une parole, tout simplement une parole. Voilà. Et pour cette parole, je crois que je me fais l'interprète de tous ceux qui étaient derrière leur écran et qui ont oublié l'écran, pour vous dire un immense merci du fond du cœur. Et vraiment, quand je dis du fond du cœur, c'est avec une sincérité et toute l'émotion que vous nous avez transmise ce soir. Merci 1000 fois. C'est moi qui suis ému. Merci beaucoup. Merci à voilà. tous. Bonsoir à tous et on se retrouve dans 15 jours avec Yvon Lemaine, donc mercredi, dans 15 jours, 18h30. Mercredi 31 mars pour effectivement Yvon Lemaine et la poursuite de ce très beau programme. J'en profite quand même pour citer le fait que derrière, on a quand même on recevra Stéphane Barsac le 14 avril dans les mêmes conditions sur Zoom. Et je tiens juste à conclure en remerciant profondément, en vous remerciant vous déjà, Didier Cahen, donc pour ce merveilleux programme. Je remercie Béatrice Guéna pour la mobilisation qu'elle assure auprès de ses étudiants de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Et puis je remercie surtout et principalement Stéphane Bataillon pour ce merveilleux moment partagé de poésie, de sincérité, d'authenticité. Et quelque part, j'allais dire, il y a une forme de tendresse qui est une qualité qui n'est pas qu'une faiblesse. Voilà, mais qui est une force. Et merci à la ville de Versailles et à son directeur des affaires culturelles, parce que c'est pas partout et dans toutes les villes de France qu'on arrive à faire des choses pareilles. Voilà. Ça, c'est mon boulot.
Et je le fais avec voilà, bonheur. sur ces mots, bonsoir à tous et à très vite alors. Bonne soirée à tous. À très vite. Merci. Et merci à Victor et à Émilie pour la très bonne coordination technique. Tout a formidablement marché. Voilà, merci aux équipes de la ville de Versailles. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir. Bonsoir. Au revoir.